d'autant plus animé que nous serons plus de membres. Donc, si vous êtes ingénieur, que vous vivez en Île-de-France, nous vous invitons à rejoindre nos rangs et à confier vos références, soit à Véronique, soit à Alexandra, qui nous accueillera pour le petit pot après la conférence. Ceci dit, merci pour ce sujet très actuel et très intéressant, et bonne écoute. Merci, merci de cette invitation, merci d'être ici ce soir. Je me présente rapidement, puis ensuite je présenterai Bernard Liétard, qui est en fait l'auteur dont je vais parler. Je suis un ingénieur pur sucre, je suis polytechnicien, j'ai essentiellement travaillé dans le milieu du pétrole, et puis il y a un an j'ai un peu laissé ça de côté pour me lancer dans l'application de la théorie que je vais vous expliquer, donc la création d'une monnaie complémentaire, couplée au fait que j'avais pris conscience de ce que je croyais être vrai, c'est-à-dire le changement climatique, et la monnaie que je voulais faire avait pour but de financer la lutte contre le changement climatique. Donc aujourd'hui, je suis en train de rebondir vers un autre ou d'autres projets, mais la constante de mon projet actuel, c'est de promouvoir les monnaies complémentaires, la pensée de Bernard Liétard, que je crois vraiment originale et rigoureuse. Donc voilà pourquoi je suis là ce soir. Je ne suis pas économiste, je n'ai jamais fait de finance, à part gérer mes comptes personnels. Mais voilà, j'ai tombé sur quelqu'un dont je vais vous brosser rapidement le portrait. C'est un ingénieur, lui aussi, il a fait le MIT, il a fait une formation d'ingénieur système. Donc Bernard Liétard, c'est lui qui a non seulement est l'auteur du fond, mais également de la forme. Je vais retoucher un peu ses slides, mais ça lui appartient. Il a travaillé toute sa vie pour lui dans le système monétaire, alors à différents postes. Il a géré un fonds de placement dans les monnaies, il a été gestionnaire de fonds publics pour l'Argentine ou un autre pays d'Amérique du Sud. Il a été directeur du service informatique de la Banque centrale de Belgique. Et puis, il a été aussi l'un de ceux qui ont travaillé à l'ECU, c'est-à-dire le système de convergence des monnaies européennes, pour aboutir à l'euro. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sait ce que c'est que les monnaies et qui a eu l'occasion d'avoir des positions assez variées sur le système monétaire. Et il a pu en dégager une analyse qui va, un peu comme un poisson qui sort de l'eau, qui va nous permettre de repérer que la monnaie, c'est quelque chose non pas de neutre, mais qui influence nos comportements et qui même les détermine. Vous allez voir comment. Donc voilà pour Bernard. Alors on va commencer par un petit quiz. Nous sommes ingénieurs pour une partie, mais il n'y a pas que. Et puis vous avez certainement pris quelques cours d'économie ou de finance, donc on va voir si vous avez quelques règles. Alors, première question, qui crée l'euro? Alors est-ce que c'est l'État, la Banque centrale européenne, chacune des banques centrales? Alors on va commencer l'État ou quelqu'un d'autre. Hein. Il y a une autre. L'État, quelqu'un. Vous pouvez lever la main. Qu'est-ce qui pense que l'État crée crée l'euro? Alors la Banque centrale européenne. Ah, il y a déjà beaucoup plus de monde là. Et les banques centrales nationales? Un peu moins. Quelqu'un d'autre? Deux, c'est tout, trois, deux et demi. Bon. Deuxième question, comment l'euro est-il créé? Vous savez, on a souvent l'image de la planche à billets qui tourne. Alors, certains qui croient que la planche à billets sont sorties. Est-ce que c'est créé ex nihilo par les dettes auprès des banques privées? Voilà, je suis convaincu. Bon. Et une troisième, et une quatrième après. L'euro, c'est un monopole. C'est-à-dire que il n'y a que cette monnaie qui circule. Comment arrive-t-on à le maintenir comme monopole? Est-ce que c'est une obligation légale d'utiliser seulement l'euro dans les échanges? Première réponse. Sinon, je vous propose une obligation de payer des taxes uniquement en euros, qui sont créées par le secteur bancaire. Voilà. Bon, M. Daria a une bonne réponse.
fait, avant de revenir à la définition, la réponse à tout ça, c'est que la monnaie euro, elle est créée par les banques privées, très peu par la Banque centrale européenne, quasiment pas aujourd'hui, et c'est créé au travers du mécanisme du crédit simplement. C'est-à-dire que nous, particuliers ou entreprises, quand on emprunte de l'argent à une banque, cet argent ne préexiste pas quelque part dans la banque. La banque écrit plus, vous voulez 100 000 euros, je vous écris plus 100 000 euros. Cet argent est créé ex nihilo, comme on dit. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, j'ai un petit papier de la Banque d'Angleterre qui a sorti au premier trimestre de cette année un descriptif tout à fait sibyllin qui explique ça noir sur blanc, même en couleur. Et voilà, c'était jusqu'à présent un secret un peu polichinelle, enfin pas de polichinelle, un vrai quelque chose de confidentiel qui n'est absolument pas enseigné, hein, on voit même dans les prestigieuses écoles de commerce. Et il se trouve que peut-être un signe des temps, que les temps changent. Voilà, le banquier central anglais exprime officiellement que ce sont les banques centrales, les banques commerciales qui créent la monnaie. Donc en Angleterre, c'est le fond. Alors, dernière question, comment définir la monnaie? Vous avez des réponses. Qu'est-ce que c'est que la monnaie? Ça devrait être un moyen d'échange à la place du troc pour éviter le troc. Un moyen d'échange. Ce n'est pas que ça, malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres définitions qui vous viennent Pour être plus précis, un standard d'échange. Oui, un moyen standardisé d'échange. Ok. Un droit de tirage sur la production de la collectivité. Ah, pardon? Un droit de tirage sur la production de la collectivité. Un droit de tirage sur la production. D'accord. Une réserve de valeur. Une réserve de valeur, oui. Et alors il y a trois points qui sont généralement mis en avant quand on va dans les cours d'économie. C'est une unité de mesure. Vous pouvez établir un contrat libellé en euros, en dollars, etc. Un instrument d'échange, effectivement, pour faire cesser le troc. Et puis un instrument d'épargne ou une réserve de valeur. D'accord? Mais en fait, qu'est-ce qu'on a dit là? On a donné les fonctions de la monnaie. Ce n'est pas sa définition, ce n'est pas sa nature. Alors je vous donne la D'ailleurs, je crois que faire cesser le troc, apparemment, c'est une fausse croyance. Le troc vient avant la monnaie. Et la monnaie est apparue en même temps. Donc apparemment, c'est important de ne pas continuer ce mythe. Le troc est finalement une absence de monnaie. C'est-à-dire qu'on s'échange 2 poulets contre 3 lapins. Et on essaie de se mettre d'accord sur cet échange-là. Ou je vous donne un service maintenant en sachant que plus tard vous allez le rendre. Mais apparemment, le troc ne préexiste pas à la monnaie. La monnaie est apparue, je ne sais plus quand, dans les Mésopotamiennes, je crois, je vais dire une bêtise, moins 1000, quelque chose comme ça. Il y a des traces du premier signe monétaire gravées sur des pierres avec, je vois, 5 brebis, 3 moutons et 2 vaches. Mais Comme souvent la question, quelle est la nature de la monnaie? oui. Et si on disait une dette, ça va? Une dette. La représentation d'une dette. Un contrat de confiance. Bon, je vous donne la définition de Bernard. Il y a 4 éléments. C'est un accord. Un accord, une convention, c'est quelque chose qui existe dans nos têtes. Un peu comme une institution comme le mariage. C'est une règle, voilà, une convention. Il faut une communauté associée à ça. Donc c'est un accord qui existe dans une communauté. Ça peut être le pays, ça peut être une cage d'escalier, une copropriété, ça peut être le monde entier. Et cette communauté convient d'un objet standardisé comme instrument d'échange. Voilà. Donc ça, pour moi, ça ressemble à une définition. Un accord dans une communauté, utiliser un objet standardisé comme instrument d'échange. Ça vous va? Bon. La conclusion du quiz, c'est quand même que vous avez au moins quelque chose à apprendre aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons battre en brèche les idées reçues. La grande idée reçue, qui est que la monnaie, c'est quelque chose qui est neutre dans les échanges, que ça n'influence pas
nos échanges, nos comportements, nos décisions d'investir, de payer ou pas, etc. Et on va voir que, au contraire, ça influence de façon structurelle nos comportements et ça nous éloigne, dans le système tel qu'il est aujourd'hui, ça nous éloigne de la durabilité. Voilà, l'idée reçue, c'est que ça n'affecte pas donc, ni les échanges, ni nos investissements, ni même les relations entre les usagers. On va voir aussi que ça a un impact sur l'érosion du capital social. Ça peut s'expliquer à travers les monnaies. Voilà, donc je vais vous détailler ce qui me paraît être le cœur de la pensée de Bernard Liétard, c'est-à-dire le fait que le système monétaire actuel, on peut le changer, il y a des solutions, mais voilà, il vient nous empêcher de construire une société durable, et de 5 manières différentes. Voilà, j'axerai mon exposé là-dessus, voilà, parce que après, on peut parler des monnaies, des solutions qui existent, les monnaies complémentaires, c'est la conclusion, enfin, c'est un prolongement, mais je me concentrerai là-dessus, puisqu'on s'est donné une demi-heure. Alors, premier mécanisme qui fait qu'on a un système qui n'est pas durable. Eh bien, cette création de la monnaie, comme on l'a dit, donc, par les banques commerciales, au travers du crédit, c'est un mécanisme qui est procyclique. Alors, pourquoi? C'est simple. Les banquiers, ils ont des décisions d'investissement à faire. Ils ont des prêts à accorder ou pas. Eh bien, ils ont chacun tendance à observer l'environnement économique. Et donc, si globalement on se trouve dans une période de croissance où tous les signaux économiques sont au vert, eh bien, il y a une tendance naturelle à accorder facilement des crédits. A l'inverse, dès qu'il y a un signe, ça peut être dans le journal, de fait que quelqu'un dise « ça y est, on est en train de commencer un retournement de cycle », là, pareil, la décision rationnelle du banquier, je ne leur jette pas la pierre, c'est de dire je restreins les autorisations de crédit. Et donc ce mécanisme est, vous le voyez, instable. Donc dès qu'il y a un retournement, au lieu d'être d'un léger tassement de la croissance, eh bien, on va s'orienter vers une récession franche, donc une amplification d'un petit ralentissement au début ou d'un accro dans la croissance. Alors cette création de la monnaie qui est donc instable, ça a des répercussions sur la vie économique, sur la croissance. Les entreprises vont avoir du coup moins de cash, moins de possibilités d'investir, de passer des commandes et effectivement il y aura moins de PIB, moins d'emplois. Éventuellement, les entreprises vont être amenées à devoir réduire leurs coûts, retarder des projets d'investissement et éventuellement se séparer d'un certain nombre de leurs salariés. Donc tout cela est lié à ce qu'en amont, on a un mécanisme de création monétaire qui n'est que dans les mains des banques commerciales. Je précise ici que la Banque centrale, jusque dans les années 70 en Europe, l'État avait le droit d'appeler de l'argent en frais de la Banque centrale par le biais des avances remboursables en France. La Banque de France, quand De Gaulle avait un déficit dans son budget, il faisait une avance remboursable pour combler le déficit budgétaire, et ça c'était de la création monétaire. C'est-à-dire que la Banque de France mettait sur le compte du Trésor de l'argent qui n'existait pas, et ça vient mettre dans le circuit de l'argent. Ce qui au passage créait une inflation, parce qu'il y avait une augmentation de la masse monétaire. Mais il n'y avait pas ces dettes comme aujourd'hui, et ça permettait de stabiliser la croissance. Voilà un mécanisme qui pour moi explique de façon structurelle les 30 Glorieuses. Et ça explique aussi, depuis les années 70, l'État a décidé, parce que finalement c'est une loi, d'appliquer cette loi où l'État s'interdit d'exercer, d'avoir des avances de la Banque centrale. Eh bien, nous parlons de la dette, nous voyons la dette qui augmente de manière linéaire, quel que soit le gouvernement, de gauche ou de droite. Et si nous avons donc aujourd'hui une dette, c'est parce que l'État, nous l'avons bien décidé. Donc
pourrait... Alors aujourd'hui c'est un peu plus compliqué parce qu'on est à 16, 18, je ne sais pas combien sur la zone euro. Donc, mais c'est l'article 123 aujourd'hui du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui dit expressément que la Banque centrale européenne n'a pas le droit de prêter directement aux États. Là-dessus, il y a en fait 28 droits de veto, c'est-à-dire le statut de la Banque centrale, il est délibéré également par ceux qui ne font pas partie, par les États qui ne font pas partie de la zone euro. Donc, voilà. Donc c'est pas compliqué encore, parce par ailleurs, qu'on 18. sur ce que tu as décrit sur la reconstruction, hein, eh bien, il y a une thèse à l'École des Mines en 2011 par Benjamin Lemoine qui décrit dans le détail ce qu'on a appelé le circuit du trésor, dans lequel, indépendamment des avances remboursables dont tu as parlé, il y avait aussi les planchers d'obligations, c'est-à-dire que les banques qui avaient reçu de la puissance publique une licence bancaire n'avaient pas le choix. Quand une entreprise publique comme la SNCF, Sud Aviation ou n'importe qui émettait des obligations, les banques étaient obligées d'en prendre. Les planchers d'obligations étaient la bête noire des banquiers à cette époque. Absolument. Et donc depuis les années 70, les banquiers ont repris la main sur la création monétaire. Ils ont décidé que l'inflation à 10-15%, ça n'allait pas dans leur stabilité de business. Et ils ont fait en sorte que l'État, avec Pompidou et puis ses suivants, s'abstiennent d'aller chercher de l'argent frais auprès de la Banque centrale. Voilà. Et donc, du coup, va voir les banques commerciales et empruntent avec un taux d'intérêt. On va voir le taux d'intérêt a un rôle majeur. Puisqu'en fait, aujourd'hui, la banque, si on dit que, par exemple, pour l'État, si on dit que l'État il a remboursé quand même un certain nombre de choses depuis les années 70, si on dit que ce qu'il a remboursé, c'est que du capital, et aujourd'hui, les 2000 milliards de dettes, c'est mais que des intérêts, ou des intérêts sur les intérêts, c'est-à-dire des intérêts composés. D'accord? Donc, pour revenir à la situation en termes de croissance procyclique, le fait que les banques centrales, les banques commerciales soient les seules capables, autorisées à émettre la monnaie aujourd'hui, crée un système instable. Premier mécanisme qui nous éloigne de la durabilité. Le deuxième, c'est le fait que ces taux d'intérêt impliquent une croissance impérative, compulsive. En fait, c'est assez simple, à partir du moment où on se rend compte que quand une banque prête de l'argent, ce qu'elle crée, c'est le capital. Ce qui est créé, c'est le capital. Et au fur et à mesure que l'emprunt est remboursé, le capital est remboursé, l'argent est détruit. C'est le mécanisme inverse. Il y a création lors de l'émission du prêt, et lorsque le capital est remboursé, destruction de la monnaie. Mais elle appelle également l'intérêt. L'intérêt n'a pas été créé lors du prêt. Donc il faut que l'emprunteur aille chercher cet argent dans le système pour le rendre à la banque. Pour que ces intérêts existent, il faut qu'ils aient été créés. Et donc le seul moyen qu'ils aient été créés, c'est que quelqu'un dans le système s'endette. Et donc vous voyez bien qu'il faut que la machine, c'est un peu comme la cavalerie, on est obligé d'avoir une croissance au moins égale au taux d'intérêt, une croissance de la masse monétaire qui aille plus vite que les taux d'intérêt pour qu'il n'y ait pas de faillite en chaîne. Et c'est comme si on dit, ben voilà, il y a une piscine, on la remplit avec de l'eau, les banques peuvent remplir, mais c'est de manière temporaire, le volume qu'elles mettent, elles le prélèvent un certain temps après, et en plus, elles prélèvent une partie du volume. Pour qu'il y ait un maintien de niveau dans la piscine, il faut qu'il y ait une croissance exponentielle du volume d'eau qui est mise par les banques. Ça va? Donc cette croissance est compulsive. Donc, puisque ce que ça implique, c'est que la croissance en général, l'activité économique sous-jacente se développe. Puisqu'il y a des prêts à chaque fois qu'il y a une activité, une entreprise va avoir un projet d'investissement, etc. Donc ce mécanisme d'introduction de la masse monétaire avec un taux d'intérêt suppose une croissance de l'économie, de l'activité économique exponentielle. Or, nous sommes dans un monde fini, donc une croissance exponentielle n'est pas durable. Okay. Après, il y a des schémas, c'est peut-être plus facile à voir. Alors, un autre mécanisme, troisième, qui nous éloigne, qui
fait que nous sommes dans un système qui est instable, c'est la concentration de la richesse. Toynbee analysait les disparitions des civilisations, et l'un des deux critères majeurs pour expliquer la disparition des civilisations, c'était une concentration excessive de la richesse dans un petit noyau de la population. Eh bien, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors regardons par exemple aux États-Unis, le patrimoine des ménages aux États-Unis. Vous voyez ici donc une petite partie un patrimoine négatif, une grande partie entre quelques dizaines ou centaines de milliers de dollars, 1 million, et puis vous avez Bill Gates à 120 km. Si là-bas c'est Rouen, il est à Rouen. D'accord. Alors est-ce qu'on est dans une société où la richesse est concentrée? J'ai tendance à dire oui. Vous voyez, le revenu médian et le patrimoine médian, il est quand même pas très élevé, quoi. Il est quelque chose comme 100 ou 200 000 dollars. Même pour une société américaine, c'est pas énorme. S'il vous plaît. Oui. En fait, au niveau mondial, les chiffres donnent 1% de la population mondiale à 50% des richesses mondiales, Ouais. et 10% de la même population mondiale à 90% de la richesse mondiale. Ouais. Donc la concentration est telle que le rêve de George Bush, de son père et de son grand-père, c'était de faire venir aux États-Unis ce qui deviendrait une Suisse mondiale, avec une armée vivant sur la planche à billets et protégeant tout ce beau monde, à se protéger du reste de l'humanité. Enfin, en caricaturant, mais c'est tout à fait dans... Alors, il y a une concentration, enfin, il y a une richesse concentrée, et ce qu'on peut voir à travers le système monétaire, c'est qu'il y a un mécanisme qui aggrave cette concentration, et ça de manière structurelle. C'est-à-dire qu'on croit que voilà, le système libéral fait que si jamais on bosse bien, on peut s'enrichir, on prend une boîte, etc. Mais à travers le taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a ceux qui ont et qui n'ont pas besoin de payer, d'emprunter et de payer les taux d'intérêt. Et puis il y a ceux qui n'ont pas, qui sont obligés de payer ce taux d'intérêt. Alors, en Allemagne, par exemple, si on découpe la population en 10 déciles selon leur patrimoine, ben, quels sont ceux qui payent des intérêts et quels sont ceux qui en gagnent? Ben, vous voyez, les 8 premiers déciles les plus pauvres payent des intérêts à qui? Essentiellement aux déciles le plus riches. Voilà. Et ça, bon, il n'y a pas beaucoup d'études pour ça, mais on peut imaginer que c'est pareil partout. Et c'est très simple, hein, le simple fait de se dire, si quelqu'un hérite d'argent de ses parents, il n'a pas besoin d'emprunter pour son appart et donc de payer 2 fois plus cher son appart, parce qu'il est obligé en plus de payer les intérêts avant. Voilà, il y a ceux qui ont reçu, et puis il y a qui donc s'enrichissent, ne mettent pas un tiers de leur revenu disponible dans leur loyer, etc., ou dans les remboursements de prêts. Et puis il y a ceux qui sont obligés de passer par là. Alors, ce n'est pas simplement le fait d'emprunter à la banque. C'est un mécanisme qui va beaucoup plus vite, parce qu'il n'y a pas que les particuliers qui empruntent. Il y a toutes les entreprises qui empruntent et qui payent des intérêts. Donc la machine tourne vraiment beaucoup plus vite. Alors ça, c'est un transparent de Margaret Kennedy. Par exemple, quand vous payez vos ordures ménagères, vous avez 12% d'intérêt dedans. Ben, il a fallu emprunter pour acheter le camion, il a amorti sur tant d'années, il y a un peu d'intérêt dans la facture. Si on regarde pour l'eau potable, déjà il y a plus de capex, parce que c'est des installations plus lourdes, et le coût de la main-d'œuvre est moindre, le coût des intérêts, un gros tiers, 38%. Et le logement social, imaginez, le logement social, 77%, c'est des intérêts. Donc les pauvres contribuent à payer les intérêts, payer ceux qui ont le capital via les banques, leurs actionnaires. Voilà. Et ça, c'est un mécanisme qui va très vite. Donc, concentration de la richesse, plein tube. Quatrième mécanisme, le court-termisme. Alors, on pourrait être tenté de dire, d'expliquer, hein, souvent, ce qui me rassure dans la pensée de Bernard Létard, c'est que soit on a un discours en disant l'homme est mal fait,
il est ceci, cela, et puis il réfléchit qu'à court terme, soit on voit que le système l'influence et le fait avoir ses comportements, par exemple, court-termistes. Vous allez voir, on va prendre une métaphore pour vous montrer que les taux d'intérêt déforment la vision de la réalité et nous incitent à investir dans le court terme, à s'occuper que du court terme. Alors, on va prendre une métaphore, donc c'est très épuré, mais imaginez que vous avez le choix entre investir dans des pins, planter des pins sur une parcelle, et puis ça vous rapporte tous les 10 ans 100 €, ou bien vous pouvez planter des chênes, et ça vous rapporte 1000 €, mais tous les 100 ans. Donc la réalité physique étant donnée, vous voyez bien que c'est équivalent, en principe. Maintenant, mettons les lunettes du financier. Alors, on va se placer dans un premier cas avec une monnaie qui a un taux d'intérêt de 5%. C'est-à-dire que la monnaie créée par la banque, elle est attribuée contre un taux d'intérêt de 5%. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? En fait, c'est un taux d'actualisation. Donc, la monnaie, dans un an, vaut moins cher que d'aujourd'hui, parce que 100 aujourd'hui, ça vaut 105 demain. Donc, l'euro de l'année prochaine, il vaut 5% de moins qu'aujourd'hui. Et ça, d'une année sur l'autre. Donc, si on fait un taux d'actualisation, c'est très classique, mais vous voyez bien les chiffres. Les pains rapportent, actualisés aujourd'hui, 61 €, donc dans le cas d'un taux d'intérêt positif à 5%, et le chêne ne représente plus que 7,60 € Par an. Non, par an. sur les 100 ans. Le capital du chêne, 1000 € divisé par 1,05 puissance 100, ça vous fait 7,6. Pas par an. C'est pas par an. C'est la NPV, quoi, la Net Present Value, c'est-à-dire votre patron, votre financier, va dire combien vaut ton projet. Si on plaçait 7,60 € aujourd'hui Voilà, pendant à 100 5%. ans à 5%, ça rapporterait 1000 Voilà, €. donc c'est équivalent. Et c'est ce qui justifie le financier de nous faire appliquer ces taux d'actualisation. C'est que lui, ou son actionnaire, va dire ben moi, si j'ai 7,60 €, je le place à 5%, ça me rapporte 5%. Donc ton projet, il faut qu'il soit plus que ça. Okay? Et ça, c'est lié non pas au risque du projet, c'est parce que la monnaie, le placement en monétaire, rapporte 5%. D'accord? Un peu de nominaire constant. Alors tout ça, c'est des chiffres corrigés de l'inflation. Donc, on ne parle pas d'effet de l'inflation. Ah oui, parce qu'on pourrait penser que c'est l'effet de l'inflation que la valeur du chêne. L'équation de base, c'est 100 € aujourd'hui vaut égal 100 €, 105 € de l'année prochaine. Donc l'euro de l'année prochaine vaut 5% de moins. Les monarques ne vont pas rester à 100 €. Il va être vendu 100 € ici à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, etc. Mais si je regarde avec les lunettes du financier, j'actualise ça chaque année, donc je pondère les 100 € qui tombent par exemple à l'année 20, je les divise par 1,05 puissance 20. J'additionne ça à 100 au 30, etc. Et si j'actualise, ça donne ce montant-là. Ok? Une petite question. Le message là, c'est quoi? C'est que c'est sur la valeur du taux d'actualisation ou sur l'intérêt du taux d'actualisation? Alors, j'y viens. Il n'y a pas que des taux d'intérêt positifs dans la vie. Simplement, on n'en est pas conscient aujourd'hui. Ça fait partie des découvertes qu'on fait en lisant Bernard Lietaer, qui est allé chercher dans l'histoire, je reviendrai dessus. Il existe des monnaies avec un taux d'intérêt négatif, une sorte de coût de parking. Vous avez 100 € sur votre compte en banque, l'année d'après, vous n'en aurez plus que 95. Il existait des monnaies comme ça, je reviendrai. Ça s'appelle un taux de demeurage, c'est un intérêt négatif. Donc, si on prend le même 5% mais en négatif, eh bien, la réalité, avec les lunettes du financier, elle change. Les pains, ça vaut 167 €, et le chêne, là, lui, il vaut 168 904 €. D'accord? Pour prendre ça à tête reposée, mais je vous assure que ça marche. Donc, en conclusion, on voit que le taux d'intérêt détermine notre court-termisme. Ce n'est pas lié à la nature humaine, donc d'une certaine manière c'est rassurant. Ce n'est pas intrinsèque à la nature humaine, mais c'est créé par le système monétaire.
Alors ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vous avez des taux d'intérêt qui sont quasiment à zéro. Et je ne sais pas si vous pouvez me confirmer dans votre environnement, mais j'ai un ami qui travaille dans un assureur à placer des sommes importantes. Il me dit qu'aujourd'hui, on arrive à placer des investissements qui ont des durées beaucoup plus longues qu'auparavant. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'investir sur 50 ans, alors qu'il y a 10-15 ans, ce n'était pas placé sur 5-10 ans. Donc, pourquoi? C'est parce que justement ce taux d'intérêt-là écrase, alors, soit tend à survaloriser le court terme, soit survalorise le long terme, selon qu'il est positif ou négatif. Et quand il est à zéro, on est dans l'hypothèse de la valeur physique, quoi. Ça ne modifie pas la perception. Alors les précédents historiques, je l'ai évoqué, il y a le blé des Égyptiens lors de la période de l'Égypte des dynasties. Une partie de la richesse c'était le blé, donc il était placé chacun avait placé son blé au grenier communal ou du pharaon, et il fallait payer le stockage, le gardien du grenier, un peu de perte d'une année sur l'autre, donc il y avait un taux d'intérêt négatif. Si je plaçais 100 kg de blé une année, l'année d'après je revenais prendre mon argent, mon blé, et bien on me rendait 95 kg. Bon, même chose au temps des cathédrales. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les méros. C'est des monnaies qui sont frappées au Moyen-Âge autour du XIIe siècle, frappées sur des métaux non précieux. Et ces méros, en fait, étaient frappés par les seigneurs, les abbayes locales. Et chaque fois que le seigneur mourait, son successeur faisait un impôt sur la monnaie. C'est-à-dire qu'il changeait la monnaie. Il disait, ben voilà, vous me rapatriez toute la monnaie émise, je la change. Alors il changeait un petit truc sur la face. Et puis, il en récoltait 4, il en donnait 3. Donc, il y avait un impôt de 25% sur la monnaie tous les 10 ans. Donc, il y avait un intérêt finalement négatif, même s'il était un peu brutal, ça revenait à un taux d'intérêt négatif. Ça veut dire qu'on n'accumulait pas de l'argent, de la richesse dans cette monnaie-là, mais aussi on avait intérêt à placer la richesse qu'on avait sur des actifs qui donnaient de l'argent plus tard. Et c'est l'époque où on a entretenu et construit tout un tas de moulins à vent, de ponts, il y avait des réinvestissements, et puis les cathédrales qui sont. Et une prospérité, la population a doublé en un siècle. Alors, j'y viens d'ailleurs, pour vous illustrer le. Non, je reviens juste après. Cinquième mécanisme. La destruction du capital social. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est une histoire, je vous raconte une petite fable. C'est l'histoire d'un petit village dans un temps reculé, bien à l'écart du monde, qui vivait sans monnaie. Donc chaque semaine au marché, il s'échangeait, il y avait des discussions interminables pour s'échanger 3 poules et un canard. Et un jour, un monsieur bien habillé, avec des chaussures bien cirées, arrive et les regarde chaparder, se négocier âprement leur poulet, et avec un sourire goguenard. Et puis quand on lui demande mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous venez faire ici, il leur dit venez sous le chêne, il faut vraiment que je vous raconte comment on fonctionne dans un monde développé. Et puis il leur dit voilà, apportez-moi un morceau de cuir, et il confectionne 10 petits ronds par famille, et il donne avec un petit tampon sur le petit rond, un petit morceau de cuir, et il distribue à chaque famille 10 ronds de cuir. Et il leur dit voilà, maintenant vous pourrez vivre de façon moderne et vous échanger vos services,